Salut tout le monde. Ce soir, nous glissons ensemble derrière les lourds rideaux de velours d'une salle du trône, quelque part dans une Europe médiévale où l'odeur du bois ciré se mêle à celle, plus piquante, des tapisseries qui ont vu passer trop de saisons. Vous êtes là, assis à côté d'une reine dont le diadème semble presque plus lourd que son regard. Elle sourit, mais c'est ce sourire figé qui dit « Si je bouge trop, tout s'effondre ». Vous sentez l'air dense, comme si chaque souffle devait se frayer un chemin entre les intrigues et les espions. Et vous ne survivrez probablement pas à ça. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi aussi dans les commentaires où vous êtes et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous traînez dans la salle, notant comment chaque mur murmure un récit. Ces pierres ne sont pas seulement là pour soutenir la charpente, elles tiennent aussi le poids des ambitions et des alliances. Être reine, ce n'est pas juste poser une couronne sur une tête parfaitement coiffée, c'est porter une montagne invisible. On dit que les bijoux pèsent lourd, mais ce sont les attentes qui écrasent. Votre rôle est clair, produire un héritier, inspirer le respect, éviter les scandales. Facile, non? Comme monter à cheval tout en jonglant avec 3 coupes de vin et un manuscrit en latin. La couronne elle-même, c'est une métaphore ambulante, brillante à l'extérieur, inconfortable à l'intérieur. Les artisans médiévaux ne pensaient pas au confort ergonomique. Entre les arêtes du métal, les pierres mal polies et la tension constante sur votre nuque, vous avez l'impression de porter un petit instrument de torture portable. Puis, il y a la pièce invisible dans laquelle vous évoluez, celle des attentes dynastiques. Vous êtes un symbole ambulant, une affiche publicitaire pour l'union de 2 royaumes. Votre sourire est étudié, vos silences aussi. Chaque geste devient un paragraphe de chronique. Imaginez un instant de voir vous souvenir, même au réveil, de poser vos mains à la bonne hauteur, comme si un examinateur secret cochait des cases derrière un pilier. Dans cet univers, la moindre rumeur peut se transformer en incendie. Un froncement de sourcils capté par le mauvais témoin, et on invente que vous détestez votre belle-mère, ou que vous complotez pour empoisonner le boulanger royal. Pourtant, la seule chose que vous voulez vraiment empoisonner, c'est la soupe trop salée du banquet. Les reines médiévales devaient naviguer avec une prudence qui ferait passer un funambule pour un casse-cou. Une anecdote étrange revient souvent dans les chroniques. Certaines reines portaient des ceintures ornées de motifs religieux ou de petites reliques cousues à même le tissu. Officiellement, c'était pour montrer leur piété. Officieusement, ces amulettes étaient censées protéger lors des grands moments, y compris la fameuse nuit de noces. Et vous, dans cette situation? Vous sentez ce mélange étrange de fierté et de claustrophobie. La salle est remplie de visages qui ne vous appartiennent pas, conseillers, courtisans, messagers, tous avec un agenda qui pourrait, ou pas, inclure votre bien-être. Vous apprenez vite à sourire comme si vous saviez un secret que les autres ignorent. C'est votre petite bulle de résistance passive, l'équivalent médiéval de porter des chaussettes dépareillées sous une robe parfaite. Et puis, il y a cette impression persistante que tout le monde attend quelque chose de vous, mais ne vous le dit pas. Une sorte de contrat tacite. On vous offre un trône, vous offrez une partie de vous-même. Pas en morceaux visibles, non, plutôt en concessions invisibles, comme accepter qu'on décide à votre place de la couleur de vos draps ou du moment où vous pouvez parler. Les reines expérimentées savent que c'est là que réside le vrai pouvoir, dans l'art de céder sur les détails tout en gardant intacte la pièce maîtresse de votre liberté intérieure. Et, au milieu de tout cela, une pensée s'impose. Ce soir-là, la couronne ne sera peut-être pas votre plus lourde charge. Vous êtes encore là, assise bien droite, enfin, aussi droite qu'une colonne vertébrale peut l'être après des heures de révérence, et vous sentez la tension dans l'air.
pas celle qui précède une bataille, non. Celle, plus subtile, des années passées à vous façonner selon un rôle que vous n'avez pas choisi. Parce qu'avant de porter cette couronne un peu trop serrée, il a fallu vous préparer. Et dans le monde des reines médiévales, l'éducation n'avait rien d'un conte de fées. Dès l'enfance, votre emploi du temps ressemblait à un parchemin trop bien rempli. Lever à l'aube, prière, leçons de lecture, pas pour dévorer des romans d'aventure, mais pour apprendre à déchiffrer des documents juridiques et des traités religieux. Vous saviez lire le latin avant de savoir comment grimper à un arbre, et de toute façon, grimper à un arbre aurait été inconvenant. Vos journées s'enchaînaient avec des cours d'art féminin, broderie, musique, danse, mais aussi gestion domestique. Car oui, même si vous alliez régner sur des domaines entiers, on estimait qu'une future reine devait savoir organiser un garde-manger ou calculer les provisions pour un hiver. On ne sait jamais, un siège prolongé, et c'est vous qui pourriez décider combien de sacs de blé seront moulus en priorité. Bon, en réalité, c'est un intendant qui s'en chargeait, mais il fallait donner l'impression que vous compreniez tout. Et puis, il y avait les leçons moins officielles, celles que vos dames de compagnie distillaient comme du miel amer. Ne fixe jamais trop longtemps un invité de marque, sauf si c'est voulu. Rappelle-toi que les murs ont des oreilles, et parfois des yeux. Vous étiez initié à l'art de la conversation stratégique, où chaque mot peut être une arme ou un baume. Imaginez des jeux d'échecs verbaux, mais avec plus de dentelle et moins de patience. Les anecdotes abondent dans les chroniques. Certaines princesses recevaient des manuels de comportement illustrés, sortes de guides de survie sociale. On y trouvait des conseils allant de la façon correcte de saluer un évêque à l'angle idéal pour incliner la tête devant un roi étranger. Bien sûr, tout cet apprentissage avait un objectif, faire de vous une épouse irréprochable aux yeux des alliances royales. On vous apprenait même à dissimuler vos émotions. Ce n'était pas seulement une question de dignité, c'était un bouclier. Une reine qui éclatait de rire ou fronçait les sourcils au mauvais moment pouvait déclencher un débat interminable dans les couloirs de la cour. Et personne n'avait envie d'être l'héroïne, malgré elle, d'un poème satirique. La religion occupait aussi une place centrale. Vous pouviez passer des heures à répéter des psaumes ou à apprendre la signification symbolique des couleurs liturgiques. Un mariage royal était autant un événement politique qu'un acte spirituel, et il fallait donner l'impression que votre foi était aussi solide que les murailles du château. Entre deux prières, on glissait parfois une leçon sur la diplomatie. Comment sourire à un dignitaire, tout en devinant s'il complote contre votre futur mari. Dans cet univers, même vos rares moments de loisir étaient équilibrés. Si vous jouiez d'un instrument, c'était pour charmer un auditoire choisi avec soin. Si vous montiez à cheval, c'était pour parader lors de fêtes officielles. Une fois, vous avez eu le malheur de rire trop fort lors d'une promenade. 3 versions contradictoires de l'événement ont circulé avant même que vous ne rentriez au château. Moralité. Un éclat de rire peut voyager plus vite qu'un messager à cheval. Il y avait aussi la préparation physique, mais pas celle que vous imaginez. Pas de séance d'entraînement avec des épées, mais des heures à apprendre à se tenir immobile dans des robes lourdes comme de petites armures. Et toujours cette posture impeccable, même si vos pieds criaient grâce. Au fond, cette éducation était une longue répétition pour un rôle principal que vous n'aviez pas auditionné. Vous appreniez à être visible et invisible à la fois, à occuper l'espace sans jamais en prendre trop. Et tout cela en sachant que, le soir venu, le script se poursuivrait dans un acte bien plus intime et redouté, celui que personne ne pouvait vraiment vous enseigner. Vous avez maintenant la panoplie complète de la reine idéale en devenir. Maintien impeccable, sourire calibré, vocabulaire précis et une patience d'orfèvre. Mais tout cela n'est qu'un préambule, car avant de vous retrouver dans la chambre nuptiale, il faut passer par un autre théâtre, celui des négociations de mariage. Et dans ce domaine, vous n'êtes pas l'actrice principale, vous êtes la monnaie d'échange la plus précieuse.
Les accords matrimoniaux au Moyen Âge avaient tout du traité de paix, sauf qu'on y glissait des clauses sur la couleur des rubans de cérémonie. Derrière des portes closes, vos parents, conseillers et ambassadeurs discutaient de votre avenir avec la froideur d'un marchand de laine évaluant la qualité d'une étoffe. On pesait votre dot, vos alliances familiales, vos terres et, bien sûr, votre utilité politique. Vous vous imaginez, là, dans un coin de salle, invisible mais parfaitement consciente de chaque mot échangé. Les voix basses s'élèvent et chutent comme les vagues d'un océan politique. On parle d'alliances militaires, de taxes sur le sel, de ports stratégiques et, parfois, de la convenance de votre personnalité. Traduction. Est-ce que vous saurez tenir votre langue face à un noble irascible ou garder le sourire en entendant une plaisanterie douteuse sur votre pays natal? Les mariages royaux étaient aussi un terrain fertile pour les promesses étranges. Une chronique du 15e siècle raconte que, lors d'une négociation entre deux royaumes voisins, la mère de la future reine exigea que sa fille puisse importer son propre cuisinier. Officiellement, c'était pour préserver ses habitudes alimentaires. Officieusement, c'était pour s'assurer que personne ne glisse un ingrédient suspect dans ses repas. Et puis, il y avait les clauses secrètes, pas inscrites sur le parchemin, mais convenues à mi-voix entre les familles. Tolérance pour certaines pratiques religieuses, promesse de visites annuelles à la famille d'origine, ou encore engagement de retarder la nuit de noces jusqu'à un moment jugé plus favorable par les astrologues. Oui, vous pourriez devoir patienter parce que Saturne n'est pas dans la bonne maison. Dans ces échanges, les ambassadeurs excellaient en l'art de l'euphémisme. Dire que la princesse a une forte personnalité pouvait signifier « elle sait tenir tête » ou bien « attendez-vous à des débats animés à table ». Les mots étaient choisis comme des pièces de jeu d'échecs, chaque expression pouvant séduire ou refroidir l'autre partie. Et vous, au centre de ce vocabulaire codé, deviez apprendre à lire entre les lignes comme on lit un manuscrit ancien à moitié effacé. Vous sentiez aussi que ces tractations étaient une forme d'épreuve anticipée. Si un futur mari voyait dans votre famille un atout politique, il accepterait plus facilement certaines conditions. Si, au contraire, vous n'étiez qu'un pion parmi d'autres, le contrat pouvait devenir moins avantageux pour vous. Et comme dans tout contrat, le diable se cachait dans les détails. La taille exacte de votre suite, le droit de garder vos bijoux, ou encore la possibilité, ou non, d'avoir votre mot à dire sur l'éducation de vos futurs enfants. Il y avait aussi un volet plus discret, les cadeaux diplomatiques, des coffres remplis de tissus rares, des manuscrits enluminés, des pièces d'orfèvrerie. Chaque objet avait une valeur symbolique. Offrir un faucon dressé, par exemple, pouvait signifier que l'on faisait confiance à l'autre partie pour garder un œil sur ses intérêts, ou que vous aviez besoin de quelqu'un pour gérer les pigeons envahissants du palais. Pendant tout ce temps, vous deviez garder le visage neutre, même si une partie de vous voulait crier « Je suis là, je vous entends ». Mais il n'était pas question de rompre l'illusion. Vous étiez l'icône silencieuse, la pièce rare que l'on ne sort de son écrin qu'au moment opportun, et cet instant approchait, car une fois l'encre du contrat séchée, tout allait s'accélérer. Les regards se tourneraient envers vous, et le prochain chapitre commencerait sur les routes. L'accord est scellé. Les parchemins ont été signés, scellés à la cire, et glissés dans des coffres comme des reliques précieuses. Et maintenant, vous êtes en route. Le voyage vers votre nouvelle cour commence et il ressemble moins à une balade pittoresque qu'à un déménagement diplomatique avec tout le mobilier, les vêtements et les espérances d'un royaume entier entassé dans des charrettes. La route n'est pas une ligne droite. Elle serpente à travers collines, forêts et villages, chaque étape étant une petite mise en scène. On vous accueille avec du pain et du sel, parfois avec des discours interminables, qui ont tous l'air d'avoir été copiés du même manuscrit officiel. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces haltes servaient vraiment à honorer la future reine
ou si elles étaient surtout l'occasion pour les nobles locaux de montrer leurs plus beaux vêtements. L'air change au fil des jours. Tantôt humide et chargé de l'odeur des écuries, tantôt sec et empli de poussière, il se mêle au parfum de votre suite. Lavande pour masquer l'odeur de voyage, cuir des sels, cire d'abeille utilisée pour imperméabiliser les coffres. Vous apprenez vite à distinguer le crissement des roues sur les pavés de celui sur la terre battue, un peu comme on distingue la voix d'un courtisan flatteur de celle d'un messager pressé. Une anecdote souvent racontée par les chroniqueurs. Lors d'un voyage nuptial au XIVe siècle, une future reine d'Angleterre insista pour emmener sa propre literie. Non par caprice, mais parce qu'elle craignait les punaises de lit dans les auberges. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette précaution relevait de la simple prudence ou si elle reflétait une connaissance intime des surprises offertes par les lits royaux. Les cortèges royaux étaient tout sauf discrets. Vous avancez entouré de chevaliers en armure, de bannières flottant au vent et d'un cortège de serviteurs. C'est à la fois rassurant et épuisant. Rassurant, car personne n'oserait attaquer un convoi aussi impressionnant. Épuisant, parce que chaque mouvement est observé, commenté, interprété. Même votre façon de manger une pomme au bord de la route peut devenir matière à conversation. La nuit, vous dormez rarement seul. Pas par choix, mais par protocole. Vos dames de compagnie sont là, bavardant à voix basse ou surveillant votre sommeil comme si elles gardaient un trésor. C'est une étrange intimité forcée et vous apprenez à garder vos pensées pour vous, même dans la pénombre. Le bruit régulier des sabots des chevaux ou le frottement du vent contre la toile de la tente deviennent une sorte de musique de fond, un ASMR médiéval avant l'heure. Et puis, il y a les petits imprévus. Une roue qui se casse, un pont inondé, un cheval qui décide de refuser obstinément de traverser un gué. Ces moments brisent la solennité du voyage, et parfois vous riez. Une fois, un page a perdu une chaussure dans la boue et a dû finir l'étape en boitant, chaussé d'un sabot de bois prêté par un villageois. Un geste anodin, mais qui rappelle que même les processions royales ne sont pas à l'abri des maladresses humaines. Chaque jour qui passe vous rapproche de votre nouvelle vie et de la nuit que vous redoutez. On vous rappelle subtilement l'importance de faire bonne impression à votre arrivée. Les dames plus âgées disent-ils des conseils étranges. Assure-toi de respirer doucement pendant les cérémonies. Ou n'oublie pas que les musiciens sont toujours là pour masquer les silences gênants. Vous hochez la tête, consciente que le plus difficile reste à venir. À mesure que la capitale approche, le cortège s'élargit. Des délégations locales viennent se greffer à votre suite, augmentant le nombre de regards, de murmures et de jugements. Vous n'êtes plus simplement en route, vous êtes déjà sur scène et chaque pierre de la route devient un tapis rouge invisible. Et quelque part, au bout de ce chemin, au-delà des murailles que vous apercevrez bientôt, vous savez que la prochaine étape sera un théâtre encore plus calculé, celui de votre arrivée officielle. Les murailles se dessinent enfin, grises et imposantes, avec cette allure de forteresse qui dit « Ici, tout est calculé ». Vous franchissez les portes comme on franchit un rideau de théâtre. D'un côté, le voyage poussiéreux, de l'autre, le grand spectacle. Et croyez-moi, l'accueil d'une nouvelle reine n'a rien d'une poignée de main discrète. La place centrale est saturée de sons. Cloches qui carillonnent, cris de marchands, murmures d'une foule venue voir votre visage. Les bannières flottent au vent, chaque couleur criant l'allégeance d'un quartier, d'une guilde, d'un clan. Les historiens se disputent encore pour savoir si la majorité des spectateurs venaient vraiment par curiosité sincère ou juste pour avoir une bonne histoire à raconter en rentrant. Vous en tout cas, sentez le poids de leur regard, ce mélange d'espoir, d'examen et, parfois, de jugement silencieux. Le protocole est une chorégraphie millimétrée. On vous fait descendre de cheval avec grâce, même si votre jambe est un peu engourdie. On ajuste votre voile, on vous place à la lumière parfaite
pour que les pierres de votre couronne renvoient un éclat irréprochable. Puis viennent les discours, longs, fleuris, truffés de métaphores agricoles et bibliques, un mélange qui donne parfois l'impression qu'on parle autant de vous que d'une bonne récolte. Un moment toujours un peu étrange, la remise symbolique des clés de la ville. Elles sont souvent démesurées, forgées en métal précieux et complètement inutilisables. Mais elles disent au monde que vous êtes la bienvenue et aussi que vous appartenez désormais à cet endroit. Une chronique du 15e siècle rapporte qu'une reine reçut des clés tellement lourdes qu'il fallut 2 pages pour les porter. Et puis, il y a les cadeaux d'accueil, coffrets d'épices, étoffes rares, parfois des animaux exotiques. Vous essayez de garder un visage de gratitude, même quand un noble vous offre un oiseau empaillé, accompagné d'un discours interminable sur sa symbolique. La politesse exige de ne pas demander tout de suite où vous allez le mettre. La première impression ne se joue pas seulement dehors. Dès que vous franchissez le seuil du palais, c'est un autre public qui vous attend, la cour. Ici, chaque sourire peut être une alliance, chaque œil plissé une menace. On vous observe de la tête aux pieds, comme si on évaluait une nouvelle pièce d'orfèvrerie pour détecter la moindre imperfection. Les dames de la cour, surtout, sont des maîtresses dans l'art de l'observation silencieuse. Elles savent qui est assis à côté de qui détourne le regard, qui se penche pour murmurer à l'oreille d'une voisine. Vous sentez que chaque geste que vous faites aujourd'hui sera répété, amplifié et peut-être transformé en anecdote d'ici la nuit. Vous vous souvenez encore de cette vieille duchesse qui, en vous saluant, vous a fait un compliment sur votre robe, presque du même bleu que les vitraux de la chapelle. Presque. Le mot était une petite épingle verbale, un test subtil pour voir si vous réagiriez. Vous avez souri, lourdement. C'est l'équivalent médiéval de répondre « merci » à un commentaire passif-agressif. Et bien sûr, derrière toute cette mise en scène, il y a le sous-texte. Vous êtes là pour marquer le début d'une union, pour incarner la promesse d'héritier, de stabilité, de prospérité. Chaque minute de cette journée vous rapproche de l'instant où l'accueil public cédera la place à l'attente privée. Car ce soir, les spectateurs seront moins nombreux, mais le rôle sera plus difficile. En gravissant les marches vers vos appartements, vous jetez un dernier coup d'œil à la cour. Les visages souriants disparaissent derrière vous, remplacés par le silence feutré des couloirs. Vous savez que ce calme n'est qu'une transition. Dans les coulisses, la prochaine scène se prépare déjà. La fameuse nuit de noces que tout le monde attend, sauf peut-être vous. Les couloirs sentent la cire chaude et le linge fraîchement lavé. Derrière les portes closes, un ballet discret s'organise. Vous n'êtes plus sur la grande scène publique, vous êtes dans l'antichambre d'un acte privé qui n'a rien de vraiment intime. La préparation de la nuit de noces, au Moyen Âge, c'est un mélange de rituels, de superstitions et d'intrusions parfaitement assumées dans ce qui devrait relever de votre sphère la plus personnelle. D'abord, on vous débarrasse de vos atours de cérémonie. Ce n'est pas un simple déshabillage, c'est presque une cérémonie en soi, avec vos dames de compagnie qui retirent, dans un ordre précis, chaque couche de tissu comme on effeuillerait un symbole politique. Puis viennent les conseils, et là, on entre dans un théâtre parallèle. Les dames expérimentées vous glissent à voix basse des recommandations dont la moitié semble tout droit sortie d'un manuel de magie populaire. Bois une infusion de thym pour calmer les nerfs. Garde ce petit ruban autour du poignet, il porte bonheur. Ne croise pas les pieds quand il entrera, c'est mauvais signe. Vous hochez la tête poliment, tout en essayant de ne pas imaginer à quoi ressemblerait un guide illustré compilant toutes ces perles de sagesse. Une anecdote consignée dans un manuscrit du 14e siècle raconte qu'une reine reçut, juste avant sa nuit de noces, une petite amulette contenant un fragment de dent d'âne. Officiellement, c'était pour assurer la fertilité. Officieusement, peut-être juste un moyen pour sa belle-mère de tester sa crédulité. Il y a aussi la question de l'apparence. On ne parle pas de maquillage moderne,
mais de gestes destinés à symboliser pureté et santé. Les cheveux sont brossés jusqu'à devenir électriques, la peau frictionnée avec de l'eau parfumée à la rose ou au romarin. Une légère couche de poudre de riz peut être appliquée sur le visage pour uniformiser le teint. Vous sentez que l'objectif n'est pas seulement esthétique, c'est aussi un message politique. Montrez que vous êtes en état de remplir votre rôle d'épouse royale. Le lit, lui, est préparé avec une minutie presque militaire. Drap propre, souvent béni par un prêtre, parfois garni de fleurs ou d'herbes censées porter bonheur. On raconte même que, dans certaines cours, un témoin, souvent une dame d'honneur, restait dissimulé derrière un paravent pour s'assurer que tout se déroulait, selon les attentes. Et pendant que tout cela se déroule autour de vous, vous jouez votre rôle, celui d'une souveraine qui maîtrise ses émotions, même si, à l'intérieur, c'est une tempête. Vous savez que chaque mot, chaque geste pourrait être rapporté le lendemain. Alors vous choisissez la neutralité avec ce petit vernis d'humour intérieur qui vous empêche de perdre pied. Par exemple, imaginez que la grande duchesse qui vous aide à nouer votre ceinture doit penser exactement la même chose que vous. Quelle étrange journée de travail! On vous rappelle aussi les aspects plus officiels. La nuit n'est pas seulement une étape personnelle, c'est un acte politique. Sa réussite peut influencer la stabilité d'alliance, la réputation d'un règne, voire le moral d'un peuple. Tout ça, concentré dans une chambre fermée à clé. C'est à la fois absurde et vertigineux. Enfin, vient le moment où les préparatifs se figent. La chambre est silencieuse, éclairée par des chandelles qui projettent sur les murs des ombres tremblantes. L'air sent un mélange de cire, de fleurs séchées et de nervosité. Vous êtes prête, ou du moins, vous avez atteint ce point où plus rien ne peut vraiment être ajouté. Derrière la porte, les pas approchent, et vous savez que la scène suivante ne vous appartiendra qu'en partie. La chambre vous attend comme une scène prête depuis des heures. Draps tirés, rideaux lourds, chandeliers alignés avec une précision qui ferait rougir un maître d'armes. Vous respirez le mélange de cire, de romarin et d'un parfum plus discret, l'attente. Ce soir, l'intime et le politique se superposent comme deux tissus cousus à poings serrés. Vous avez déjà vu des pièces de théâtre. Celle-ci n'a qu'un décor, mais le public est partout. Il est dans le couloir, dans les cuisines, dans la rue et demain, dans les chroniques. Le grand fait, le vrai, le massif, dans une bonne partie de l'Europe médiévale, la mise au lit officielle des époux, le bedding, faisait partie du protocole. Pas toujours de la même manière, pas avec la même indiscrétion, mais l'idée revenait. Des témoins conduisaient les mariés jusqu'au lit, bénissaient à la couche, vérifiaient que tout était convenable, puis quittèrent la chambre, parfois à reculons, comme on sort d'une chapelle. Les historiens se disputent encore pour savoir à quelle fréquence ces cérémonies franchissaient la limite du symbolique pour devenir une vraie surveillance, et si tous les milieux royaux s'y pliaient avec le même zèle. Ce qui est sûr, c'est que la simple possibilité de témoins suffit à rendre la pièce très bien éclairée. Regardez, les rideaux sont relevés juste assez pour suggérer la transparence morale, la couverture est pliée en angle net, deux coussins posés comme des armoiries feutrées. On a déposé près du lit une petite fiole d'eau bénite, un bouquet d'herbes et, clin d'œil de vos dames, l'amulette à dents d'âne, revenue comme une vieille blague dont personne n'ose rire trop fort. Vous passez les doigts sur le lin frais et vous pensez aux punaises de l'auberge du voyage. Au moins, ici, si quelqu'un mord, ce sera une métaphore. La porte s'ouvre sur le cortège minimal. La dame d'honneur protocolaire, un officier du cérémonial qui a l'air de compter les respirations et deux serviteurs chargés de déposer une bassine d'eau tiède. Geste pratique, mais aussi message public. Propreté, ordre, bénédiction. Une rumeur raconte qu'une reine du Nord avait exigé un troisième seau, au cas où la politique nécessite un second lavage. Votre époux entre, lui aussi enveloppé de protocole jusqu'au menton.
Il sourit d'un sourire qui dit « Nous faisons ce que nous devons faire », le genre de sourire que l'on porte pour signer un traité ou poser avec des clés de ville beaucoup trop lourdes. Vous échangez quelques mots à voix basse, des banalités qui servent d'échafaudage à un moment trop chargé. Vous remerciez les témoins, on récite une prière brève, le signe de croix passe comme une ombre sur le mur, et la porte se referme enfin. Le silence qui tombe a le poids d'un seau de cire. Ce qui se joue maintenant n'est pas seulement une alliance de deux personnes, mais une démonstration que l'alliance entre deux royaumes peut produire une lignée. Les murs le savent, ils ont entendu plus de soupirs politiques que de soupirs romantiques. Et vous devez composer avec l'idée que, demain, des yeux chercheront des signes. Humeur au petit déjeuner, plis de rideaux déplacés, serviettes mal posées. Il y a des rapports plus détaillés sur des draps que sur certaines batailles. Si la guerre se réglait à coups de lessive, on économiserait beaucoup de chevaux. Parlons à mi-voix de la question des draps attestés. Dans certaines cours, on attendait des preuves textiles, un linge présenté, commenté, parfois même exhibé à un cercle restreint. Dans d'autres, on se contentait d'un sourire complice des valets, d'un clin d'œil du chambellan et d'un mot discret porté au conseil le lendemain. Vous, ce soir, vous bénissez la mode des paravents et la musique de chambre qui arrive de la salle voisine. Un luth grappille quelques notes, comme pour vous rappeler que, même ici, il faut tenir la cadence. Anecdote, avant que la chandelle ne baisse, on raconte qu'à la cour d'un prince méridional, un maître de musique recevait des instructions codées selon la progression de la cérémonie. Si la conversation s'enlisait, il devait jouer un air vif. Si l'ambiance devenait trop solennelle, une berceuse. Une nuit de noces, réputée réussie, aurait été accompagnée d'un morceau si long que les chanteurs, épuisés, auraient inventé des paroles à base de menus de cuisine pour tenir la distance. Mais désormais, chaque fois que vous entendez une note, vous pensez aux rimes incongrues sur les tourtes au safran. Vous avancez avec prudence, comme on marche sur un pont fraîchement construit. Vous connaissez l'essentiel. Respect, tact, respiration. Vous n'êtes pas ici pour rejouer un roman chevaleresque. Vous êtes ici pour traverser un rite. Vous parlez, un peu, assez pour humaniser l'instant, pas assez pour qu'un mot, sorti de son contexte, devienne demain un proverbe malveillant. 3 plaisanteries légères trouvent quand même leur chemin parce que le corps se détend mieux quand l'esprit désarme. La première sur les clés de ville, impossibles à ranger dans une poche, la deuxième sur l'amulette qui vous regarde de son œil d'âne sévère, la troisième sur le luth voisin, qui change d'accord au moment exact où vous changez d'idée. Coordination remarquable ou espionnage musical. Le politique revient en vague. Vous pensez aux alliances qui vous portent, aux regards qui vous attendent, à ces cartes que l'on pose sur la table du conseil comme si vos épaules étaient une table plus solide encore. Les astres aussi se sont invités. On a choisi l'heure selon un mélange d'agenda et d'horoscope, ce qui, à défaut de science, offre un sentiment de contrôle. Et puis, dans une zone où ni l'étiquette ni la chronique ne peuvent vous suivre, il y a ce moment de trêve. 2 personnes qui tentent de rester humaines quand tout autour veut les transformer en symboles. Vous vous rappelez les conseils absurdes, ne pas croiser les pieds, boire du thym, et, par esprit de contradiction, vous croisez les doigts à la place. Personne ne l'écrira, à part vous, au fond de votre mémoire. Quand la chambre finit par se reposer, le monde extérieur se remet à tourner. On éteint des chandelles dans les couloirs, les bottes des gardes frottent la pierre, et le luth se tait. Le sommeil n'est pas parfait. Il a cette bordure nerveuse qui accompagne les nuits décisives. Mais vous dormez quand même, peut-être grâce à ce ventilateur imaginaire que vous aviez suggéré au début, ou grâce au ventilateur bien réel des cuisines qui ronronne pour la dernière fournée de pain. Au matin, on frappera doucement. On vous portera de l'eau, du pain, un fruit. L'officier du cérémonial posera la question rituelle en des termes qui disent tout sans rien dire. Vous répondrez avec la même délicatesse elliptique. Et la nouvelle partira, ni lente ni rapide, mais sûre.
La scène politique a eu lieu et la saison peut continuer. Vous ajusterez la couronne, oui, toujours un peu trop serrée, et vous vous souviendrez que le pouvoir, parfois, commence là où l'on éteint la dernière chandelle. Le soleil n'a pas encore franchi toutes les fenêtres quand le ballet commence. Les pas feutrés dans le couloir sont plus nombreux qu'à l'accoutumée. Vous sentez, avant même qu'on frappe à la porte, que la nouvelle circule déjà. Ce matin, ce n'est pas seulement vous qui vous réveillez, c'est toute une cour qui ouvre l'œil, avide de signes. La grande vérité de ce lendemain, tout est scruté. Votre démarche, votre voix, le pli de vos lèvres, même la façon dont vous tenez votre tasse de vin chaud au petit déjeuner peut devenir un indicateur. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette vigilance collective relevait d'un réel intérêt politique ou d'un pur commérage institutionnalisé. Probablement les deux, et en quantité égale. Les messagers sont les premiers à s'agiter. Officiellement chargés de porter des nouvelles importantes, ils glissent aussi dans leurs lettres des impressions, des détails, parfois à peine déguisés. On rapporte que la reine a paru radieuse, ou que Sa Majesté semblait pensive, comme si l'on décrivait la météo. Et vous savez que chaque mot sera disséqué dans un autre château, peut-être à des centaines de kilomètres d'ici. Une anecdote curieuse. Dans une petite cour d'Europe centrale au XVe siècle, le lendemain des noces, la reine devait offrir publiquement une coupe de vin à son époux. Si elle la tenait de la main droite, c'était interprété comme un signe d'harmonie. De la gauche, disons que les rumeurs prenaient une direction plus sombre. À table, vous retrouvez la vieille duchesse du presque bleu qui vous adresse un sourire tout en mordant dans un petit pain. Vous savez qu'elle vous jauge et qu'elle commentera plus tard la longueur de votre sommeil ou le ton de votre voix. Vous lui rendez son sourire en pensant à un proverbe entendu enfant. Le poisson se garde dans le sel, la réputation dans le silence. Les dames de compagnie sont elles aussi des relais d'information. Elles ne le font pas toujours par malveillance. Parfois, c'est juste la mécanique sociale de la cour. Chaque détail est un morceau de puzzle que l'on échange pour obtenir autre chose. Une faveur, une information, un bout de tissu rare. C'est ainsi que des histoires se propagent plus vite qu'un pigeon voyageur par vent arrière. Le personnel du palais n'est pas en reste. Les serviteurs qui ont apporté le plateau du matin ou rangé les draps sont, sans le vouloir, des chroniqueurs. Leur silence apparent est souvent percé d'œillets, petites confidences glissées dans les cuisines ou les écuries. Une rumeur peut ainsi voyager des appartements royaux aux échoppes de la ville en moins d'une journée. Vous continuez de jouer votre rôle. Pas un masque figé, mais une version soigneusement éditée de vous-même. Vous parlez avec votre époux de banalité, suffisamment pour que la conversation semble naturelle, mais pas assez pour qu'un mot soit détaché et monté en épingle. C'est un peu comme naviguer sur un lac calme, dont vous savez qu'il y a des récifs juste sous la surface. Le poids de l'observation est tel que même vos gestes anodins sont commentés. Un mouchoir qui tombe, c'est une métaphore. Un regard échangé avec un page, une intrigue, un éclat de rire, une confirmation que tout va pour le mieux. Vous pourriez éternuer et déclencher une chronique sur la santé du royaume. Et, en toile de fond, la politique reprend. Les alliances, les négociations, les projets communs entre les deux royaumes se mettent en marche. La nuit précédente devient un point de référence, un jalon officiel qui permet aux chancelleries de dater les promesses et les traités. Dans les archives, cette date restera, entourée d'encre rouge, comme si elle appartenait autant à la diplomatie qu'à votre histoire personnelle. Le soir venu, quand enfin vous retrouvez le calme de vos appartements, vous repensez à cette journée étrange où tout ce que vous faisiez semblait avoir un écho amplifié, et vous comprenez que, désormais, votre vie se déroulera toujours sous ce filtre, la version publique et la version intérieure. Parfois, elles se rejoindront. Parfois, elles seront aussi différentes que le jour et la nuit. Toutes les reines ne se sont pas pliées à ce scénario millimétré.
Certaines ont préféré brouiller les cartes, transformer la nuit redoutée en un jeu d'échecs où elles dictèrent les règles. Vous avez entendu ces histoires dans les couloirs, racontées à voix basse, avec ce mélange d'admiration et de prudence qu'on réserve aux figures un peu trop habiles. Il y a par exemple cette souveraine méridionale qui aurait retardé sa nuit de noces en invoquant une fièvre soudaine. Officiellement, elle suivait les conseils des médecins de cour. Officieusement, elle attendait que certaines négociations politiques aboutissent de peur qu'un héritier ne soit utilisé comme levier contre elle. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette maladie était réelle ou soigneusement feinte, mais la reine en question a fini par obtenir des concessions remarquables avant d'ouvrir la porte de ses appartements. Une autre, dans le nord de l'Europe, aurait transformé l'événement en spectacle, mais à son avantage. On raconte qu'elle avait demandé à ce que des musiciens jouent sans interruption toute la nuit, sous prétexte de bénir l'union par la musique sacrée. Résultat, la chambre fut si bruyante que le devoir conjugal fut repoussé à l'aube, ce qui permit à la reine de gagner du temps et, selon certaines chroniques, de négocier un traité de commerce avant même le petit déjeuner. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette musique était un acte de piété ou un stratagème parfaitement orchestré. Il y a aussi les histoires plus discrètes, comme cette princesse de petite principauté, qui, arrivée dans sa nouvelle cour, se fit passer pour particulièrement superstitieuse. Elle expliqua qu'un certain alignement d'étoiles était indispensable pour que l'union soit bénie. En attendant ce moment céleste, elle utilisa le délai pour placer ses alliés dans des postes clés. Quand le fameux alignement arriva, elle disposait déjà d'un réseau solide dans le palais. Anecdote ou réalité, personne ne peut le dire avec certitude. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire en pensant à ces manœuvres. Elle rappelle que, même dans un cadre écrasant, il reste des interstices où se glisser pour reprendre un peu de contrôle, et qu'une reine qui sait jouer avec le temps peut parfois l'emporter sur des forces plus puissantes qu'elle. Il existe même des exemples plus audacieux. Une reine de la péninsule italienne aurait, la veille de ses noces, fait envoyer un messager à son futur époux avec une liste de recommandations mutuelles pour que la nuit se passe dans le respect des deux parties. Le texte, rédigé dans un style impeccable, aurait été conservé dans les archives comme un chef-d'œuvre de diplomatie personnelle. Les historiens se disputent encore pour savoir si cet épisode est authentique ou s'il s'agit d'une invention des chroniqueurs satiriques. Toutes ces histoires circulent comme des petits feux follets dans les couloirs des palais, alimentant l'idée qu'une reine n'est pas condamnée à subir le rôle qu'on lui impose. Parfois, elle peut le réécrire, au moins en marge, et même si ces récits sont enjolivés, leur simple existence influence la façon dont les suivantes envisagent leur propre première nuit. Vous, en les écoutant, sentez que ces récits sont des cartes mentales, des outils de survie transmis d'une génération à l'autre. Pas pour abolir la tradition, mais pour la plier, la tordre et y laisser une empreinte personnelle. Parce qu'au fond, ce que redoutent certaines reines n'est pas seulement la nuit en elle-même, mais l'idée que cette nuit les définisse entièrement. Et demain, les rumeurs parleront peut-être de vous. La question est, écriront-elles le scénario, ou suivront-elles celui que vous leur avez subtilement tendu? Les années passent, et la nuit de noces s'éloigne comme un rivage que l'on distingue encore dans la brume, mais dont les détails se dissolvent. Pourtant, ces effets persistent. Dans les couloirs du palais, vous croisez parfois un regard qui vous rappelle qu'on ne vous a jamais totalement vu comme une femme ordinaire. Vous êtes cette figure publique façonnée dès le premier soir. Les cicatrices invisibles sont les plus tenaces. Ce ne sont pas des blessures spectaculaires, mais de petites marques intérieures, comme ces traces laissées par des bagues trop serrées. Elles viennent de l'obligation de sourire alors que votre gorge était nouée, de la nécessité de rester immobile sous des yeux pesants, ou de l'art de peser chaque mot pour éviter qu'il ne devienne un outil contre vous. Pourtant, dans cette tension permanente, un apprentissage se glisse. Vous découvrez comment façonner votre pouvoir dans l'ombre. Le protocole que vous subissiez au début devient une matière malléable. Vous savez désormais comment l'utiliser
pour ralentir une décision, accélérer une alliance ou détourner un soupçon. Vous devenez l'architecte invisible de certaines politiques, celles dont le nom n'apparaît pas dans les traités, mais dont la main a guidé plus d'une plume. Une anecdote revient souvent dans les récits officieux. Une reine, réputée discrète, avait la réputation de s'endormir au conseil du matin. En réalité, elle écoutait tout, les yeux mi-clos, et donnait ses instructions plus tard dans un cercle restreint. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette habitude était un masque pour éviter d'être entraîné dans les disputes ouvertes, ou si elle lui permettait simplement de sélectionner les informations à son avantage. Vous adoptez, à votre manière, des stratégies similaires. Vous choisissez quand vous taisez vos avis, quand vous les glissez, et à qui. Vous vous rappelez les reines qui avaient retardé, détourné ou réécrit leur nuit de noces, et vous comprenez que ce n'était pas seulement un caprice ou une peur, c'était déjà un acte politique. Dans l'intimité, vous avez aussi rétabli un équilibre. Les soirs où la cour se perd dans ses intrigues, vous trouvez refuge dans des moments simples, une tasse d'infusion au coin du feu, un livre que vous n'avez pas besoin de lire à voix haute, ou une conversation avec quelqu'un qui ne se soucie pas de vos armoiries. Ces instants sont vos forteresses invisibles. Avec le temps, vous voyez les jeunes princesses arriver, chargées d'espoir et d'appréhension. Vous reconnaissez dans leur démarche cette tension que vous aviez autrefois, et parfois vous laissez tomber un conseil en apparence anodin, mais qui contient une clé. N'oublie pas que les histoires circulent toujours, alors écris-en toi-même quelques-unes. Vous comprenez enfin que survivre, dans ce rôle, ce n'est pas effacer la peur, mais la recycler en quelque chose d'utile. Que votre pouvoir ne vient pas seulement du trône ou de la couronne, mais de votre capacité à façonner les récits que l'on racontera sur vous. Et si, au départ, on vous avait assigné à un rôle dans une pièce écrite par d'autres, vous avez trouvé le moyen d'y glisser vos propres répliques. Et peut-être, un jour, quelqu'un racontera votre histoire comme on raconte celle des reines qui ont su retourner la tradition à leur avantage. Non pas comme une nuit subie, mais comme le premier chapitre d'un règne qui, dans l'ombre et dans la lumière, n'a jamais cessé de vous appartenir. Les années se sont assouplies autour de vous comme un tissu qui a perdu sa raideur. Les couleurs vives du protocole se sont fondues dans des tons plus doux, et même les souvenirs les plus tendus semblent s'être arrondis au coin. Vous marchez parfois dans les jardins du palais, au crépuscule, quand l'air est immobile et que la lumière joue à travers les branches. Ces instants suspendus vous rappellent que la vie, même sous surveillance, peut encore offrir des replis secrets ou respirer pleinement. La nuit de noces, dans votre mémoire, n'est plus une menace figée, mais un point de départ étrange et lointain. Elle est devenue une histoire que vous possédez entièrement, que vous pourriez raconter à voix basse, en omettant juste ce qu'il faut pour laisser planer un mystère. Ce soir, vous fermez les yeux plus tôt que d'habitude. Le bruissement du vent contre les vitres est presque un murmure, et vous laissez vos pensées glisser comme une barque sur une eau calme. Les récits s'estompent, les murs s'effacent, et le sommeil s'invite, léger et patient.